Alors, je pense que tout le monde est arrivé. Si jamais il y a des nouvelles personnes, on va les faire rentrer au fur et à mesure. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour le webinaire Le football pour tous, recherche, action, mobilisation dans la campagne des hijabeuses. Mon nom est Amélie Kayser-Véro, pronom elle, she, her, et je suis associée de recherche au Centre de recherche pour l'équité des genres plus en sport. Et c'est vraiment un honneur pour nous aujourd'hui d'accueillir Dr Haïfa Tlili, ainsi que plusieurs personnes du groupe des hijabeuses qui ont la générosité aujourd'hui de partager avec nous leurs très, très riches témoignages. C'est toujours très précieux quand les gens acceptent d'avoir cette générosité-là et on l'apprécie vraiment beaucoup et on les remercie du temps aussi qu'elles nous accordent aujourd'hui. Je tiens également à remercier Charlotte Abramo qui a gracieusement offert toutes les images que vous avez vues sur les publicités. Donc, les jolies photos, c'était elle qui les a prises et qui nous les a offertes. Donc, je vais d'abord présenter nos panélistes. Donc, Dr Haïfa Tlili est sociologue. Sa thèse de doctorat est une thèse en sociologie a porté sur une comparaison interculturelle entre la France et la Tunisie, des conduites motrices et sportives d'étudiantes dites de culture arabo-musulmane en faculté de sport. Et elle a réalisé sa thèse à l'université Paris-Descartes-Sorbonne. Entre 2009 et 2011, elle a approfondi sa formation à Montréal. Elle a obtenu un postdoctorat en intégrant l'équipe de recherche de la professeure Geneviève Réal à l'Institut Simone de Beauvoir, donc à l'Université Concordia. Et cette formation-là, les années passées à Montréal lui ont permis de se former aux études des méthodes féministes, post-structuralistes, postmodernes et postcoloniales en travaillant sur la construction discursive du corps et de la santé avec des jeunes femmes canadiennes immigrées venant du Maghreb dans un contexte de pression biopédagogique quant à l'obésité, sur l'obésité. Ensuite, en rentrant en France, elle a fait de la recherche-action pour donner la parole aux filles et aux femmes dans leur diversité, ainsi que faire émerger des recommandations par et pour avec les femmes et les filles avec lesquelles elle a travaillé. Donc, entre 2013 et 2014, elle a travaillé avec des adolescentes sur un nouveau kit de santé école. Ensuite, entre 2016 et 2018, elle a travaillé pour l'ONG Play International. Et finalement, depuis 2019, elle travaille dans le contexte de l'islamophobie et tout ça l'a rapproché des femmes musulmanes qui veulent faire du sport, mais auxquelles, en fait, qu'on exclut, auxquelles on interdit les terrains sportifs, les espaces sportifs, parce qu'elles décident de porter le hijab. On a aussi avec nous plusieurs membres des hijabeuses. Donc, d'abord, Inès Beresh, qui est étudiante en imagerie médicale. Elle est une ancienne footeuse, ancienne boxeuse et aujourd'hui une runneuse. Inès est dans une dynamique, une volonté de promouvoir et de favoriser la pratique sportive en intégrant le comité directeur des hijabeuses pour permettre l'accès au football en compétition aux femmes musulmanes qui portent le foulard. On a aussi avec nous Leila Kelou, qui est gestionnaire, en fait, qui est de formation gestionnaire dans le domaine du sport et elle est actuellement en licence 3 de langue arabe. Elle pratique le foot en club depuis environ 3 ans, mais s'est vue écartée, exclue des terrains à plusieurs reprises pour le port du bonnet sportif. Elle a à cœur d'œuvrer pour l'inclusion et de faire évoluer les mentalités afin de permettre à chaque femme de pratiquer le sport qu'elle souhaite dans le respect de ses convictions et de ses spécificités. Elle est également responsable d'enquête dans le comité directeur des hijabeuses. On a également avec nous Léa Gallois, qui est organisatrice pour l'association Alliance citoyenne et qui travaille depuis 2018 à la création de syndicats de femmes musulmanes qui portent le voile et qui s'organisent pour défendre leurs droits. Donc, par exemple, l'accès aux piscines en maillot de bain couvrant, l'accès au sport, dont le foot, à l'éducation, à l'emploi. Depuis un an, elle assure des missions de coordination et de différentes organisations de la campagne des droits civiques des femmes musulmanes sur le territoire national en France, donc dans les villes de Grenoble, Lyon et aussi dans la région parisienne aussi. On a aussi avec nous
Awa Doukouri, qui est étudiante en licence maths et informatique. Elle a fait 5 ans de danse, 3 ans de rugby et depuis plusieurs mois, elle fait de l'athlétisme. Pour Awa, le sport et la compétition sont source de vie. C'est un moyen de se discipliner, de pousser ses limites, de toujours aller plus loin. Et elle a rejoint le comité directeur des hijabeuses, puisque pour elle, pouvoir pratiquer son sport favori tout en respectant ses convictions est un droit fondamental et nous devons avancer ensemble vers un football inclusif. Je dirais aussi vers un sport inclusif, là, de manière plus générale, c'est extrêmement important. Elle est chargée des partenariats avec le comité directeur des hijabeuses. Donc, sans plus tarder, mesdames, je vous souhaite la parole et puis bienvenue parmi nous et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment pour cette longue introduction, mais nécessaire pour tout simplement bien présenter l'ensemble de ces panélistes. Alors, c'est vrai que c'est assez original d'avoir autant de personnes autour de la table, mais c'est une volonté tellement importante de visibiliser les femmes, de leur donner la parole et de montrer aussi la richesse de cette campagne. Je ne peux pas commencer sans remercier bien sûr le laboratoire, Guylaine Demers, Amélie qui a pris le temps aussi plusieurs fois de nous recevoir, de me recevoir et voilà, je suis très, très touchée d'avoir cet espace avec vous de l'autre côté de l'Atlantique. Remercier le collectif qui s'implique depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, sans lâcher leur motivation. Et bien sûr aussi quelques partenaires qui sont là depuis le début, l'ONG Fair Network qui lutte contre les discriminations et le racisme dans le football et Women Win qui est pour l'empowerment des filles et des femmes dans le sport. Donc cette présentation se fera à 3 voix et c'est vraiment pour visibiliser, donner de la visibilité aux hijabeuses. C'est pour nous une très belle occasion qu'on a aujourd'hui. Si on passe sur la deuxième diapo, donc on a effectivement le laboratoire dans lequel je suis, le laboratoire REA, Alliance citoyenne, et puis les hijabeuses. On passe sur la prochaine, on a pour vous expliquer un petit peu l'histoire de cette campagne, ça remonte à 2019, mais avant 2019, on sait que la FIFA a clairement autorisé le port du foulard dans les compétitions internationales, après l'évaluation de l'IFAB, qui est l'International Football Association Board, mais la FFF en 2014 a clairement communiqué, le seul et l'unique d'ailleurs communiqué en disant que la FFF, la Fédération française de football, rappelle son souci de respecter les principes constitutionnels et législatifs de laïcité qui prévalent en France et qui figurent dans ses statuts. Dans ces conditions, elle maintient l'interdiction de port du tout signe religieux ou confessionnel. Un terrain de football ou un stade de gymnase, un dojo, ne peut pas être un lieu d'expression politique ou religieuse. Ce sont des lieux de neutralité. Alors, personne n'est revenu dessus. Les femmes ne jouent pas au foot. De toute façon, elles sont très rares avec un foulard à faire du foot. Il y a peut-être des zones comme ça où elles sont un peu plus nombreuses, mais en tout cas, c'est vraiment l'occasion de 2019, lors de la Coupe du Monde, Fair Network organisait une maison de la diversité et donc on en a profité pour organiser un panel. Et là, les conclusions étaient très, 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 très claires. On a invité des juristes, des activistes, des sociologues, des institutionnels qui travaillent vraiment autour du concept de laïcité. Et les conclusions allaient toutes dans le même sens. La FFF n'a pas le droit d'exclure des femmes à cause de leurs convictions religieuses. L'argument principal de la laïcité est dévoyé. La laïcité, au contraire, permet à toutes et à tous de pouvoir pratiquer ses convictions religieuses, de manifester ses convictions dans les limites de l'ordre public si ça ne s'accompagne d'aucun prosélytisme. D'ailleurs, ces convictions religieuses ou pas, hein, on accepte tout le monde dans la société française. En tout cas, cette neutralité ne doit pas être appliquée seulement seulement aux agents de la République, les agents qui représentent l'État, mais pas aux personnes qui profitent de ces infrastructures et qui sont les citoyens de la société française. C'est un peu long, mais c'est pour comprendre qu'à la suite de cette première table, il est évident qu'on avait très peu de connaissances sur les femmes musulmanes. Il fallait donner la parole aux femmes musulmanes qui portent le foulard. Il y a eu une première recherche exploratoire sur une 50aine de femmes.
Et à la suite de ça, on a organisé un deuxième panel en janvier 2020. 70 femmes se sont réunies. On a pu contacter Alliance citoyenne pour à la fois animer ce moment et bien sûr commencer la mobilisation, puisqu'il fallait réunir ces femmes sur cette journée. Aujourd'hui, la recherche, elle est toujours en cours. On a 1 an, mais on est toujours en train d'avancer dans cette recherche-action. On vous présente une partie, les résultats émergents qui sont intéressants et qui nous permettent de mieux comprendre la situation. On commencera par un premier point témoignage, un petit point contextualisation politique, sociale et sportif. On parlera un petit peu de la campagne des hijabeuses. On fera un point méthodologique. On pourra enfin aborder les résultats et on pourra, j'espère, discuter de ces caractéristiques qui sont spécifiques à la France. Le premier avantage, c'est de donner la parole aux femmes et d'échanger avec vous pour pouvoir mieux combattre les préjugés. Vous avez une expérience en termes d'empowerment des filles et des femmes dans le sport et il est évident, sachant que vous luttez aussi contre les discriminations, il est évident que vous allez peut-être voir des choses que nous ne voyons pas. Le deuxième avantage, c'est qu'on veut absolument vous impliquer dans notre réflexion pour trouver des solutions et des recommandations. Et le troisième, dans un contexte où les femmes sont victimes de violences, il est important de recréer un environnement bienveillant et avec une réelle sororité. Donc, ce sont toutes ces raisons qui nous poussent aujourd'hui à être présentes en masse. Alors, je passe le micro à Leïla, qui va pouvoir, dans la prochaine diapo, nous parler d'une situation très spéciale. Exactement ce moment-là, l'arbitre, qui est le seul homme dans la photo, avec ses lunettes, s'oriente vers Leïla pour lui dire clairement de sortir du jeu parce qu'elle porte un objet non identifié, un truc sur la tête, c'est un bonnet sportif, et il lui dit clairement qu'elle ne peut pas jouer dans cette tenue-là. Est-ce que Leïla, tu veux nous parler un petit peu de ton expérience? Oui, bonjour à tous. Donc, oui, effectivement, je pratique le foot en club depuis plus de 3 ans et je ne suis pas sportive de base. J'ai eu ce déclic assez tard pour me lancer dans la pratique de ce sport que je regardais en famille depuis toute petite. Et c'est d'ailleurs à mon retour de mon échange universitaire au Canada que j'ai appris qu'une équipe féminine s'était constituée dans ma ville. Et donc, je me suis lancée, tout s'est hyper bien passé. J'ai été bien intégrée par mes coachs et par mes coéquipières. Et donc, on était 3 dans l'équipe à couvrir nos cheveux à l'entraînement. Et on a fait le choix, donc, lors des compétitions, de porter un bonnet sportif, comme vous pouvez le voir sur la photo, donc Nike, assez discret, en accord avec notre tenue et avec le souci qu'il soit conforme du coup aux règles de sécurité et d'hygiène. Et tout se passait bien au début, on enchaînait les matchs de compétition, les mauvais résultats, mais dès lors qu'on est devenu compétitif, il s'est passé ce qui s'est passé sur cette image en question. Donc on a commencé à représenter une menace pour les équipes du haut du tableau, et c'est là que les exclusions ont commencé et que les arbitres ou même les coachs adverses ont commencé à venir nous interpeller pour nous demander de retirer ce qu'on avait sur la tête et de quitter tout simplement le terrain. Donc j'arrive avec le recul à mieux verbaliser la chose, mais sur le moment, j'ai ressenti beaucoup de rage, de colère, car c'était humiliant et injuste, et d'autant plus violent qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et je me suis malgré tout efforcée de rester dans le dialogue et même chercher à négocier chaque samedi après-midi pour pouvoir entrer sur le terrain et pouvoir jouer. J'ai même fait mes propres recherches, voir si j'étais dans mon bon droit, parce que j'ai été en proie aussi à pas mal de doutes, à me dire que j'étais peut-être pas légitime, que j'étais peut-être pas dans mon bon droit. Et je me suis vite découragée car je me sentais seule et je pensais être un cas isolé. Et c'est quand j'ai eu vraiment l'opportunité d'entrer en contact avec Haïfa 2 ans plus tard, donc après cette première exclusion, pour un entretien sociologique, que j'ai réellement pris conscience en fait du problème et que j'ai tout naturellement décidé de m'engager dans cette campagne pour faire bouger les lignes. Et depuis, donc en attendant que les choses évoluent au niveau du règlement, j'ai décidé de continuer à me présenter chaque samedi au match, la boule au ventre, avec l'espoir toujours de pouvoir jouer, tout en me préparant mentalement à être exclue. Et je dis ça aujourd'hui avec légèreté, mais c'est d'une violence en fait. Et j'ai eu la chance, pour ma part, d'être soutenue par mon club,
dans ces situations-là, ce qui n'est pas le cas de toutes les filles qui sont engagées à ce jour dans cette campagne. Certaines n'ont pas eu de soutien et ont même été victimes de racisme et de sexisme de la part de leur coach pour avoir pénalisé leur équipe en refusant tout simplement de retirer leur foulard le temps d'un match. Et donc, il existe différentes trajectoires, différentes formes d'exclusion, mais aussi différentes stratégies, on va dire, d'adaptation dont vont faire preuve ces femmes. Et certaines vont même aller jusqu'à porter, vous imaginez, un casque de rugby avec un certificat médical pour contourner la règle et jouer finalement le match la tête couverte et sans risquer d'être exclu. Et donc, c'est ce qui prouve que finalement qu'on marche sur la tête et qu'il faille trouver ensemble des solutions pour garantir un accès au terrain égalitaire pour toutes. Donc, voilà, c'était mon témoignage. Un témoignage qui montre bien, Leïla a parlé de son expérience, mais a aussi un petit peu parlé des expériences des autres femmes qui vibrent exactement de la même manière. Certaines sont victimes de racisme, d'autres sont soutenues par le coach, certaines ne sont pas soutenues par les coachs, les arbitres peuvent les laisser rentrer. En fait, c'est vraiment ce caractère fluctuant qui amplifie aussi les discriminations et qui nous prouve bien qu'il y a une confusion dans les arguments. Alors, notre question, c'est de se dire, est-ce qu'il y a une confusion d'arguments ou est-ce qu'il n'y a tout simplement pas d'argument, en fait. Il n'y a pas d'argument clair sur cette position, et donc c'est ce qui nous a poussé à nous questionner. Mais en même temps, on est presque certaine, voire sereine, que ces femmes qui sont dans une logique du vivre ensemble, qui ont vraiment envie de pratiquer leur activité physique, les droits humains à la pratique, normalement, devraient être respectés. Donc on sait qu'on est dans notre droit, et on sait que c'est surmontable, cette histoire d'hygiène ou de sécurité. Il suffit juste d'avoir une tenue réglementaire. Donc c'est tout le travail de collaboration avec les équipementiers pour pouvoir innover sur ce sujet et surtout rassurer les fédérations, en tout cas sur ces arguments forts. Si on va sur la prochaine diapo, il y a eu effectivement une prise de position très claire en 2014 par la FFF. Ils ne sont jamais revenus dessus, ils ne font pas de vagues sur ce sujet-là, et je pense qu'ils ont peur des réactions, d'autant plus que depuis les années 80, on est sans cesse bouleversé par tout un tas de débats sans fin autour du hijab, des femmes qui sont forcées par leur mari, leurs frères, leurs cousins, leurs oncles. Et du coup, c'est vrai que c'est assez déstabilisant, j'imagine, pour des personnes qui sont extérieures à cette communauté, de s'approprier ce sujet. Mais il a été vu qu'en 2020, la FFF a donné une réponse à une interpellation d'un journal, donc AJ+, qui est Al Jazeera plus français, et ils ont finalement reproduit le même argument, que c'était pour des raisons des principes constitutionnels et législatifs de la laïcité, que finalement ils ne pouvaient pas accepter le port du foulard, le port du hijab, le port du foulard pour ces femmes sur le terrain. Si on va sur la prochaine diapo, l'urgence de notre recherche, c'est de se dire que la situation ne s'arrange pas avec le temps. Les femmes musulmanes qui portent le foulard sont victimes d'islamophobie, de violences. C'est elles qui sont les plus touchées par ces violences-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 89, depuis le premier cas de la femme, des jeunes filles qui portaient le foulard à Creil, on est sans cesse face à des vagues de débats sans fin à chaque début de présidentielle. Donc là, on arrive, on sait qu'on arrive vers 2022, donc c'est normal d'avoir ce débat-là. Maintenant, on est prête, on est préparé. Et puis, ce qui nous inquiète un peu plus, c'est que les supports qu'on avait depuis quelques temps commencent à s'effriter. Alors, le premier support, c'est le CCIF, qui est le collectif qui lutte contre l'islamophobie en France. Donc, ils portent des dossiers, ils essayent justement de soutenir les musulmans et les musulmanes. Et là, ils ont été amenés à se dissoudre suite à la pression de Darmanin.
Alors, il y a un autre problème au niveau intellectuel, au niveau théorique. Vous savez que l'intersectionnalité permet de comprendre l'ensemble des discriminations, la convergence de ces sujets et la complexité de ces sujets. Et bien, nous, en France, on est encore en train de se poser la question de la légitimité de l'intersectionnalité et on va stigmatiser les personnes qui sont capables de faire ces analyses en les considérant comme des islamo-gauchistes, donc qui veut tout simplement dire des personnes qui sont pour un islam politique ou qui soutiennent une certaine manière de pratiquer un islam visible et qui serait un peu contraire à cette république et à la laïcité qu'ils voudraient nous faire croire. L'Observatoire de la laïcité, c'est le garant de la laïcité en France et il a été obligé d'être remplacé très récemment par la ministre Marielle Schiappa qui est rattachée au ministère de l'Intérieur. Et le dernier point, et non des moindres, on est en ce moment en pleine discussion autour des propositions de loi confortant le respect des principes de la République qui stigmatisent encore plus de musulmans. Toutes ces raisons nous amènent à véritablement changer de stratégie. Dans le milieu du sport, et c'est la prochaine diapo, dans le milieu du sport, on n'est pas aidé non plus. Les associations dominantes féministes du sport, alors je ne sais pas s'ils s'en rendent vraiment compte, comme il ne faut pas qu'ils stigmatisent, qu'ils nomment les minorités ethniques, comme on n'a pas la possibilité d'avoir des statistiques autour des minorités religieuses et ethniques. Bah, du coup, ils ne sont pas concernés par ces sujets, bah, finalement, on n'en parle pas, quoi. On n'en parle pas, il n'y a pas de visibilité. À chaque fois qu'il y a une affiche qui présente les actions de certaines fédérations sportives de femmes, rares sont les femmes qui représentent ces minorités ethniques et encore impossible de voir une femme musulmane avec un foulard, c'est inconcevable. Elle reste essentialisée, elle reste chosifiée. Voilà, elle représente rien qu'avec son foulard un islam politique. Donc c'est difficile pour ces femmes dans ces conditions-là de pouvoir pratiquer un sport sans le soutien des féministes engagées pour la cause des femmes et du sport. Les discours dominants de la laïcité, de l'identité française, du séparatisme, ne nous aident pas non plus et il est encore plus difficile dans ces conditions de mesurer les discriminations. Et un dernier point qui est extrêmement important et qui explique le contexte tendu aujourd'hui, c'est bien sûr les attentats, la peur des attentats et les tensions qu'on peut avoir. Il y a des amalgames, voilà, quand on parle de femmes qui portent le foulard, tout de suite on l'associe à un islam politique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, un islam politique. En tout cas, on est dans une idéologie extrêmement violente. Et ça a un impact, bien sûr, sur les discours dominants qu'il peut y avoir autour de l'islam et des femmes et du sport. Mais ça va aussi impacter les femmes musulmanes qui vont être un peu prises au piège de tous ces discours. Que faire ? Que faire ? Est-ce qu'on reproduit la même chose que dans le passé et on attend que ça s'améliore parce qu'on pense que ça va s'améliorer, nos institutions, nos politiques, nos représentants, les élus sont là pour nous représenter, ou alors on prend la parole, on crée des espaces, on essaye de se persuader qu'on est dans notre droit et on provoque des opportunités et on arrête de soutenir tous ces problèmes qui nous stigmatisent et qui ne nous permettent pas d'avancer. Avant de donner la parole à Léa, qui va nous parler un petit peu du community organizing, donc les femmes qui se sont nommées les hijabeuses sont mises en action l'année dernière au mois de juillet. On parlera un petit peu de leur constitution, mais ce qui est intéressant de voir, c'est la combinaison des méthodologies, c'est notre force. Méthodologie complémentaire, innovante et je pense gagnante. La recherche-action-mobilisation, on est vraiment sur des entretiens, sur des discussions individuelles et collectives. On a les hijabeuses, la constitution des hijabeuses grâce à la participation et à l'action du community organizing et notamment de Léa.
Un petit point sur la recherche-action-mobilisation, avant de donner la parole à Léa. Il y a une première étape qui consiste à faire des entretiens individuels avec les personnes concernées, soit en individuel, soit en collectif. Aujourd'hui, on a 30 femmes qui ont partagé leur expérience dans le foot, leur expérience dans le sport, et surtout, à travers cette compréhension de cette expérience et de cette verbalisation, de faire des propositions de recommandations. J'ai fait aussi des entretiens individuels avec les acteurs de l'écosystème de la FFF, des coachs, des arbitres et des responsables de clubs. Il y en a une trentaine. Le but, c'est d'arriver à analyser les représentations, les discours et de déconstruire les préjugés pour partager ces résultats, bien sûr, avec les participantes, qu'elles se rendent compte de ce qui se dit, de ce qui se fait, mais aussi avec les leaders qui sont spécialistes et qui peuvent être des alliés très forts sur ce sujet-là. Au final, on va pouvoir, grâce à toutes ces discussions, co-construire des recommandations qui sont plus inclusives et plus bienveillantes avec les parties prenantes, toutes les personnes motivées par ce sujet, et ensuite, dans un troisième temps, avec les responsables du monde du sport et des politiques. Alors maintenant, on va parler du community organizing, qui est quand même à la base de la mobilisation des filles. Léa ? Oui, pour vous dire en deux mots à l'Alliance citoyenne comment on fonctionne. En fait, c'est une association où c'est des personnes qui sont concernées par une injustice qui vont essayer de se mobiliser pour faire changer, là en l'occurrence, le règlement de la Fédération française de foot qui permet d'exclure les jeunes filles des compétitions, quoi, les jeunes sportifs plutôt. Donc du coup, la méthode, on la représente par un escalier. Donc la première étape, c'est de se rassembler, de se réunir et vraiment d'essayer d'être le plus nombreux ou nombreuses possible. Une fois qu'on s'est organisé, qu'il y a des personnes qui sont adhérentes, qui sont mobilisées au sein de l'organisation, l'enjeu, ça va être de formuler des revendications gagnables et qui sont adressées à un décideur. Par exemple, on va pas se dire on va juste lutter contre l'islamophobie. Non, on va demander au président de la Fédération française de foot de retirer ce qui permet d'exclure les femmes qui portent le foulard des compétitions. Et l'objectif, c'est de pouvoir négocier avec eux. Parfois, on demande un rendez-vous et c'est tout de suite possible, les règlements peuvent évoluer et puis on gagne quoi. Et puis parfois, ça ne suffit pas. Quand ça ne suffit pas, la spécificité de l'Alliance citoyenne, c'est qu'on organise des actions directes non violentes pour essayer de passer d'un problème qui est un problème privé à un problème qui devient public et qui met finalement le décideur, l'institution ou le responsable face à ses responsabilités, toujours en essayant d'être sur le ton de l'humour, etc. Je pourrais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Mais moi, mon rôle, ça va être vraiment de faire grandir l'organisation et de permettre de faire vivre un peu la méthode et la campagne. Du coup, moi, en fait, je suis organisatrice depuis 2018, donc j'ai une certaine expérience dans les campagnes. Et c'est vrai que j'ai pu observer que depuis qu'on travaillait avec AIFA dans le cadre de la recherche action mobilisation, il y a vraiment des choses, ça a permis de débloquer certaines choses et d'actionner des leviers. Notamment pour les femmes engagées, ce que je vois, c'est qu'elles s'investissent sur un temps plus long, qu'elles ont l'élaboration d'une pensée complexe, notamment, je pense, grâce aux entretiens, quoi. Ça permet de prendre du recul et d'avoir une meilleure compréhension du système, en fait, islamophobe dans lequel on est en ce moment en France. Je pense aussi que ce qui est très intéressant, c'est par rapport aux décideurs et à l'écosystème de la Fédération française de foot, parce que finalement, quand ces personnes vont eux-mêmes avoir un entretien, mais ils vont mettre aussi à distance leurs préjugés et ils vont pouvoir, je pense, appréhender la demande des hijabeuses de manière plus sereine et permettre d'entamer une vraie négociation sans blocage et sans résistance, avec moins de blocage et moins de résistance en tout cas. Ça, c'est mes observations sur l'année qui vient de s'écouler. On peut donner la parole à Inès, qui est aussi la secrétaire des hijabeuses.
Alors, pour faire un petit topo, aujourd'hui, nous sommes à un an de campagne. Les hijabeuses, qu'on représente un collectif de 170 femmes engagées, dont 66 adhérentes et 49 footballeuses. Mais ce qui fait vraiment la force de notre groupe, c'est notre pluralité. C'est qu'il y a des footballeuses, des basketteuses, des coureuses, des femmes qui portent le voile ou des femmes qui ne portent pas le voile, des musulmanes ou des non-musulmanes. Et finalement, en fait, on est réellement les images de notre propre message. On prône la diversité, on prône la tolérance, on prône la solidarité et on avance ensemble pour permettre la modification des règlements de la FFF pour qu'ils soient plus inclusifs, pour que plus aucune femme ne reste au bord des terrains. Aujourd'hui, comme on est organisé en comité directeur. Il y a 10 femmes qui font partie de ce comité. Chacune a ses responsabilités chacune a ses responsabilités. Nous sommes organisés en pôles, les chargés des partenariats, des communications, de mobilisation, nos deux présidentes et les trésorières. Il faut savoir que toutes les décisions sont prises de manière collective et de manière démocratique lors d'assemblées qui sont réalisées tous les 3 mois. C'est vraiment important, c'est fondamental pour nous. Les différentes actions que nous avons menées tout au long de notre campagne aujourd'hui, c'est la réalisation d'une première tribune qui aujourd'hui a réalisé plus de 16 000 vues sur Instagram et qui est disponible et qui est traduite en anglais. C'est les femmes elles se sont mobilisées et ont voulu faire élever leur voix à travers cette tribune. Mais on organise également des matchs et des événements solidaires avec des équipes adverses. Notamment, je pense aux Cacahuètes, c'est un club de football féminin qui est engagé pour la lutte des LGBT. Et finalement, on se rend compte qu'il y a vraiment un rassemblement des causes vers une même finalité, qui est de donner la visibilité des femmes à travers le foot pour que plus aucune ne reste au bord des terrains. C'était voilà, un petit récapitulatif de notre campagne sur un an. C'est super, merci beaucoup Inès. Alors, on passe à la prochaine diapo. Ah, il y a juste après, non? Montre-moi après ce qu'il y a. Ouais. On reviendra sur la précédente qui est un peu chargée. On va attendre avant de revenir sur le processus. Là, c'est cette fameuse rencontre avec les cacahuètes, Cacahuètes Club, c'est ça? Qui sont très contentes de rencontrer les hijabeuses. Les hijabeuses offrent des cacahuètes grillées à l'équipe adverse. Tout le monde sourit. Voilà, c'est vraiment cette ambiance-là elles sont très heureuses de pouvoir jouer. Dès qu'il y a un espace qui se libère, elles vont foncer, s'organiser. Je n'ai jamais vu des filles, des femmes aussi motivées, surtout aujourd'hui dans ce contexte de confinement, dans ce contexte de sédentarité. On sait qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus accrochés à leur table, à leur chaise, à leur téléphone. Et là, on voit des filles qui sont prêtes à se déplacer tout le temps, si c'était possible. Mais bon, on est à Paris, donc on fait comme on peut. Donc voilà un petit peu la photo qui représente les rencontres que font les hijabeuses. Et là, on va parler des succès, puisque en un an, alors, naïvement, au départ, on pensait que ça allait être plus rapide, mais en un an, il s'est passé beaucoup de choses et on est très fiers de vous les présenter. Awa, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui. Alors, on s'est organisé en interne avec un comité directeur composé de 2 présidentes, 2 secrétaires, une trésorière, le pôle mobilisation, le pôle partenariat, le pôle communication et enfin le pôle enquête. Alors, notre stratégie, elle est basée en grande partie sur la communication sur les réseaux sociaux. Dès que les restrictions sanitaires le permettront, on retournera sur les terrains de football. Tous les jours, on reçoit une 50aine de messages de soutien ou de témoignages de femmes qui ont vécu cette discrimination. Franchement, c'est ce qui nous motive, ce qui nous permet d'avancer dans notre campagne. On a reçu plusieurs formations, prise de parole en public, média training, pour qu'on puisse faire passer clairement notre message, ou bien comment réagir face au cyberharcèlement. Ces formations fonctionnent bien, excusez-moi. Et je vous invite à aller voir la prise de parole de notre coprésidente Founé, récemment publiée sur le média Combini. On a eu un rendez-vous avec Pierre Samsonov, directeur à la FFF du football amateur, dans les bureaux de la FFF. Ça a été une grande victoire pour nous. Il est d'accord pour réfléchir et avancer avec nous pour qu'aucune femme ne soit laissée sur les bords des terrains de football. Par le biais de Haïfa, on a pu assister à des tête-à-tête. Ce sont des discussions avec des personnalités, des défenseurs des droits humains, des députés ou encore d'autres femmes sportives musulmanes et alliées.
Toutes ces personnes nous accordent leur temps, elles nous écoutent, elles écoutent nos témoignages et elles répondent à nos questions. Ces moments sont vraiment c'est une vraie bouffée d'oxygène en fait pour nous. La réflexion, elle est collective et c'est le maître mot en fait. On développe aussi notre réseau d'alliés, on crée du lien et on en ressort toujours plus forte et consciente. On commence à sensibiliser du monde à l'international, que ce soit chercheurs, journalistes ou encore activistes. Depuis le début, on a plusieurs groupes WhatsApp bienveillants qui nous permettent de garder contact et de s'entraider si besoin. La confiance se construit et plus on avance et plus on se renforce collectivement en fait. C'est un bonheur de pouvoir voir qu'en un an, en fait, je ne sais pas si vous pouvez réaliser la dynamique qu'il peut y avoir derrière. C'est des dizaines et des dizaines de messages qu'on reçoit par jour sur WhatsApp, extrêmement positifs, que ce soit pour aller jouer, pour soutenir. Il y en a une qui n'a pas pu avoir un stage parce qu'elle porte le foulard et son responsable de stage ne voulait plus d'elle parce qu'elle portait le foulard. Toute la solidarité qui s'est mise derrière en marche. Allez pratiquer. Il y en a toujours une dizaine qui sont prêtes à partir tout de suite. En ce moment, il y a le Ramadan. On a toujours des mots de soutien pour pouvoir tenir, pour pouvoir rester motivé dans cet acte qui est importante pour ces femmes. C'est l'identité de ces femmes. C'est le sport, c'est le foot, c'est le respect de leurs convictions. Et puis, c'est la vie dans la société française. Donc, c'est un bonheur de voir que grâce aussi à l'Alliance citoyenne et aux formations et à cette sensibilisation, on arrive à être mieux organisé. Et ce qui est très intéressant aussi dans ce processus, c'est que, et on peut revenir, si tu veux, Léa, sur le schéma précédent, qui peut paraître un peu compliqué, mais là, en fait, ce schéma, il part des entretiens. Donc, on a vraiment cette première phase où je rencontre la fille en tête à tête et il se passe quelque chose. Il y a une confiance qui se construit. On veut vraiment comprendre quels sont les freins, quelles sont les motivations. La fille se sent bien. Pour une fois, elle est écoutée. Pour une fois, elle peut ouvrir des boîtes. Et pour une fois, elle peut se dire, ah ben en fait, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est la société. Le problème, c'est le regard des autres. Et donc, il y a un déclic qui se met en place. Grâce à Alliance citoyenne et au community organizing, la mobilisation qui arrive dans un deuxième temps peut se mettre en route avec des matchs solidaires, avec toute la mobilisation virtuelle, les lives qu'on propose sur Insta ou des actions qui sont totalement non violentes. Hein. On est sur des discussions, des manifestations. Vient ensuite en troisième temps les tête-à-tête que je propose avec aujourd'hui une quinzaine de personnalités, une quinzaine de tête-à-tête, mais il y a une vingtaine de personnalités. Là, il y a vraiment des connaissances spécifiques, théoriques, une vraie source d'oxygène, d'inspiration et puis du lobbying qui se met en place en France et à l'étranger. Et alors, on en est là aujourd'hui. On en est là. C'est-à-dire que la prochaine étape, c'est de pouvoir retranscrire l'ensemble des entretiens. Ils ont été une partie retranscrits, mais il faut les retranscrire tous, il faut pouvoir les analyser, les mettre sous forme de tableaux objectifs. Et je vais proposer mon interprétation de ces résultats aux partenaires, aux parties prenantes, aux responsables de la FFF, aux membres du gouvernement, à toute personne qui a envie de comprendre ce qui se passe quand même sur ce terrain. Et à la suite de ça, on va pouvoir faire des propositions, puisqu'il y a des malentendus, puisqu'il y a des paradoxes et des ambivalences, on va pouvoir faire des recommandations qui sont de toute façon plus justes et plus inclusives. Vous imaginez le processus qui se met en place à la suite de ça, une libéralisation de la parole, de la connaissance, du leadership, et notre objectif, c'est de vraiment changer l'opinion publique pour qu'ils soient plus sensibles à la cause grâce à ces conversations, ces focus groups, ces discussions qu'on va provoquer encore et encore pour ensuite aller vers un changement du règlement de la FFF pour qu'il soit plus inclusif. Aujourd'hui, on est très fiers en France du plan de féminisation qui permet à des femmes de faire du sport, mais on ne peut pas dire que le plan de féminisation est réussi si on exclut des femmes. C'est pas possible. Donc là, il faut vraiment dire que ce sujet est noble et qu'il faut s'investir tous ensemble pour pouvoir engager encore plus de femmes qui ont envie de pratiquer mais qui ne se sentent pas légitimes à la pratique. Je vais maintenant parler des résultats émergents, ça ne va pas être long. Les résultats émergents qui arrivent après Léa. Voilà,
Donc, ils ne sont pas sur celui-là, mais ce n'est pas grave. Je vais vous parler un petit peu. On va rester sur non, on va rester là-dessus. Donc, les résultats émergents, si je peux me permettre, ils se font en 3 points. Un premier point sur l'analyse juridique de la position de la FFF, une analyse des entretiens des filles et une analyse des entretiens des acteurs. Si on parle de l'analyse juridique de la position de la FFF, aujourd'hui, la FFF a produit un guide dont ils sont très très fiers, qui est le guide du vivre ensemble et du jouer ensemble, qui est en fait un guide assez juridique et qui normalement assure la FFF sur les prises de position. Lorsqu'on regarde ce guide, il y a une phrase qui autorise les femmes à pratiquer avec un couvre-chef à partir du moment où on respecte la sécurité et l'hygiène, et que ce n'est pas dans une logique de prosélytisme. C'est une phrase, une micro-phrase, noyée dans un ensemble d'éléments qui peuvent être déjà mal perçus et voire même perçus de manière paradoxale. Donc ici, l'urgence, c'est d'accompagner la FFF pour rendre ce guide le plus pratique possible, le plus compréhensible possible, le plus clair possible, et pour éviter ces flous et ces prises de position assumées pour que les acteurs puissent accompagner ces filles sur le terrain et pour qu'on ne puisse ne pas reproduire des discriminations qui, bien sûr, au fur et à mesure, s'amplifient. Il ne faut pas oublier non plus que les discriminations sont punies par la loi en France. Toute personne qui est victime de discrimination, les sentences sont rudes, 75 000 € d'amende, et surtout si elles sont commises en public, dans un lieu public. Donc c'est très grave si on laisse passer toutes ces discriminations. Lorsqu'on va maintenant sur l'analyse des entretiens des filles, les filles, clairement, nous parlent du foot comme faisant partie de leur identité. Elles veulent faire de la compétition, mais bien sûr, leur identité est aussi partagée avec cette religiosité qui est fondamentale. Ce n'est pas incompatible. La preuve, elles s'adaptent, elles jouent, elles transpirent comme tout le monde, et elles veulent gagner comme tout le monde. Par contre, cette incompréhension, cette injustice, cette démotivation, cette fatigue causée par l'exclusion, les prises de poids, les déprimes qui sont aussi causées par cette exclusion, rendent les choses assez compliquées pour ces femmes. On les perd dans la pratique du foot et elles se sentent frustrées, elles vont même intérioriser les interdits, elles ne comprennent pas ce qui se passe. Donc c'est un peu compliqué pour maîtriser justement les tenants et les aboutissants du droit. Déjà que ce n'est pas très facile à comprendre, mais là on se rend compte que tout est mélangé. Et donc ça augmente le sentiment de rejet, ça renforce l'exclusion et c'est aussi... ça renforce l'idée que finalement le sport n'est peut-être pas fait pour elles. Donc on se rend compte de l'effet inverse que produit finalement l'interdit de pratiquer, la manière dont c'est perçu et qui peut justement amplifier le séparatisme. On parle de communautarisme. Vous, au Canada, les communautés peuvent s'épanouir entre elles, mais voilà, il peut y avoir aussi ce développement si on n'est pas bienveillant dans notre accompagnement des filles à la pratique du foot. Maintenant, il y a un troisième point d'analyse au niveau des entretiens des acteurs. Lorsqu'on parle avec eux, ils ne connaissent pas réellement le règlement sur le port du foulard. Ils disent que c'est interdit. Il y a une très mauvaise connaissance de la laïcité et des droits autour des discriminations. Ça, c'est notre point de vigilance. Il faut pouvoir les accompagner pour permettre à toutes et à tous de réellement vivre ensemble autour du foot. Donc, s'ils ne connaissent pas très bien ces références-là, ils ne peuvent pas être des soutiens pour les femmes concernées. Donc là, on voit aussi l'effet vicieux. Ils vont peut-être produire aussi de l'exclusion, du racisme et des discriminations. Les dossiers qui pourraient naître de ces revendications des filles qui veulent faire du foot, ces filles pourraient très bien porter plainte, faire remonter des dossiers et d'une certaine manière informer la FFF. Mais ces dossiers ne remontent pas, ne sont pas appuyés par les coachs, ne sont pas appuyés par les responsables de clubs. Alors il y en a certains qui remontent, mais ce n'est pas assez. Et on pense sincèrement, d'après les entretiens, que c'est par peur de stigmatisation, par peur de perdre des subventions, ou bien par peur de stigmatisation médiatique. Donc ils préfèrent calmer, mettre de côté ces filles. De toute façon, elles sont conciliantes et elles acceptent de jouer, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, que de pouvoir réellement appliquer un règlement qui est juste et qui respecte le droit à la pratique pour ces femmes.
Donc le guide de la FFF n'est pas du tout approprié par ces acteurs. Ils ne savent pas à quoi correspond ce guide. Pourtant, il a été a priori envoyé il y a quelques temps. Et si on se place du côté des arbitres, certains nous ont clairement dit « Mais qui je suis, moi, pour interdire à une fille l'accès d'un terrain ?» Ils ne se sentent pas légitimes pour priver l'accès au terrain. Ils ont peur d'être évalués eux également, peur pour leur carrière, peur aussi de ne pas être rémunérés. Donc il y a vraiment un sentiment de peur qui est amplifié dans cette situation. Et c'est là où on voit un cercle vicieux qui se met en place et qui prive encore plus les femmes de ces opportunités. Si on s'arrête là, au niveau des résultats émergents, on voit qu'on est un peu bloqué et du coup, ça justifie encore plus notre action de prendre la parole, de provoquer des discussions, de provoquer des rencontres, d'aller chercher des référents, de déployer tous les espaces de discussion pour pouvoir mettre le doigt sur ces paradoxes et véritablement libérer la pratique qui est un droit fondamental, la pratique de ces femmes et le vivre ensemble dans le football. Je crois qu'on a fini. Si on va sur la prochaine diapo, normalement, on voit ici une espèce de grappe d'actions et de références. On a bien sûr les matchs solidaires et les actions non violentes qui sont provoquées et réalisées par les hijabeuses. On a la mobilisation en ligne avec l'Insta qui fonctionne très très bien et qui va encore grandir au fur et à mesure de notre évolution. La recherche-action-mobilisation qui permet de donner des données, des axes, des orientations, des connaissances à la fois aux filles mais aussi aux acteurs pour pouvoir mieux se comprendre, le comité directeur, un plaidoyer qui va être fait, la tribune qui a déjà été réalisée dans un premier temps, et puis des médias, des avocats, des partenaires qui sont là et des alliances interassociations qui sont nos forces et nos bouées d'oxygène, ou ça ne se dit pas, mais en tout cas nos soutiens dans ce combat qui nous semble légitime et juste pour tout le monde. Voilà, on vous remercie de votre écoute et on est prêt à discuter avec vous. Merci beaucoup Haïfa pour cette présentation et puis aux hijabeuses aussi. C'est extrêmement riche comme partage et puis comme réflexion, extrêmement complexe, extrêmement riche. Donc maintenant, en fait, on serait prêt à accueillir la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'outil de réaction où il y a une petite main et puis on va prendre les questions une par une. On peut peut-être enlever la diapo, comme ça on aura peut-être plus de place pour se voir, si ça vous va. Super, bon, excellent. Merci. La présentation, je crois, était tellement riche et dense que les personnes présentes cherchent peut-être un peu quelles questions poser. En fait, moi j'en aurais une, peut-être pour briser la glace, et puis après on va voir si les autres personnes veulent prendre la parole. Bon, c'est sûr, la recherche n'est pas finie, tout ça, vous êtes encore dans l'analyse des données, mais au niveau piste préliminaire de recommandations, si on regarde à un niveau global, bon, c'est votre recherche, vos actions ont lieu dans le milieu français, mais quand on regarde au niveau de l'inclusion, de la participation pour toutes dans les organisations sportives, au Québec aussi, veut pas, on a ces enjeux-là, ces questionnements, par exemple, quant au port du voile, bien que ce soit un contexte complètement différent, le port du foulard. Est-ce que vous auriez des pistes de recommandations dès maintenant pour les organisations sportives, ainsi que peut-être des pistes de recherche qui pourraient être mises en place par des chercheurs qui voudraient aussi mieux comprendre ces dynamiques-là pour travailler à faire changer les choses? Amélie, est-ce que c'est une question qui nous est posée à nous ou à vous qui êtes plus expérimentée sur ces sujets-là?
Ah, vous avez une grande connaissance du terrain, hein, donc moi, je pense toujours que les questions de recherche doivent venir du terrain. Alors, c'est peut-être ma formation d'anthropologue qui me fait dire ça, mais je crois que les personnes qui ont les meilleures connaissances du terrain savent qu'est-ce que les chercheurs, chercheuses peuvent faire pour faire avancer les choses. Est-ce que certaines veulent peut-être donner son point de vue sur les recommandations? Moi, j'en ai quelques-unes, mais est-ce que vous avez des pistes à travers vos expériences? Je pense sincèrement, Amélie, les recommandations, on va dire que les recommandations finales vont sortir lors de la présentation des résultats. Donc, les filles vont clairement verbaliser les thématiques et les discours, et pareil pour les acteurs, et on va confronter les éléments. Ce qui est clair, c'est que les filles ne sont pas connues à l'extérieur, mais même elles-mêmes, elles ne connaissent pas leur opportunité de déploiement. Donc, elles sont plutôt limitées en termes, elles se limitent. Et donc déjà, créer cet espace de discussion, on le voit en quelques semaines, hein, en quelques semaines, a changé les choses et a permis aux filles de mieux maîtriser le droit, de pouvoir aussi avoir plus de clarté sur qu'est-ce qui est important pour elles et pas qu'est-ce qui est médiatisé à l'extérieur. Quand on parle de femmes qui portent le foulard, tout de suite on parle de la violence, du patriarcat, mais on ne parle pas d'autre chose. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de parler de toutes les autres choses. Je pense qu'Inès, tu avais un point qui est extrêmement important dans cette campagne, et je pense que ça pourrait répondre d'une certaine manière à Amélie. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de revenir à l'essentiel, de nous considérer, de nous voir comme des sportives, et d'arrêter de finalement de nous considérer, enfin de nous voir à travers notre voile. Et si on revient à l'essentiel et on rappelle les valeurs du sport, finalement, ça va, en fait, ça va. La fille, on est constamment renvoyé à notre voile, constamment renvoyé à une chose qui veulent nous définir, en fait. Mais non, juste considérer le fait qu'on est des sportives et qu'on a envie de faire de la compétition. Et que la compétition fait partie du football. Et aujourd'hui, interdire une femme à participer aux compétitions, c'est frustrant et c'est déstabilisant. Et en fait, c'est tout simplement de nous voir et de nous considérer comme des sportives et d'arrêter de se fier au voile ou du fait qu'on porte le voile, en fait. Et c'est vrai que c'est un point qui est extrêmement important, d'arrêter de reproduire la réification, enfin l'objectification du sujet. On est vraiment sur des humaines, des humains, des femmes qui sont comme tout le monde, avec des besoins, et donc ça permet aussi de se focaliser sur l'essentiel. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous, ce qu'on a vu avec Léa, c'est cette communication, cette tension qui peut exister entre la mobilisation qui nous amène vers l'avant et qui est nécessaire, et on va dire le cadre bienveillant de la recherche-action. Et ce qui a été, en tout cas, ce qui pourrait être une discussion avec Léa, c'est que moi, j'ai eu l'impression que ces femmes ont eu besoin de vraiment avoir cet espace sécure, bienveillant, où elles ont le temps de développer, elles ont le temps de parler et de se réapproprier leur discours. C'est pas évident quand tout va vite et quand tout est perturbé, quand tout est flou. Donc ça, c'est, on va dire, la force de la recherche et de ces entretiens. Et après, avec Léa, là, je pense qu'en termes de recommandations, c'est quelque chose de très fort. La mobilisation a permis de déployer quelque chose. Est-ce que tu as un mot à rajouter, Léa, là-dessus? Bah, effectivement, en fait, c'est à terme, l'objectif, c'est de pouvoir être une organisation qui pèse vraiment, donc à travers le nombre de femmes qui va s'engager pour réellement créer un contre-pouvoir, et que la FFF puisse ait toutes les billes, en fait, pour avancer voilà, intellectuellement, d'avoir compris ce que c'était le sujet à travers la recherche, et que les femmes, elles, soient de plus en plus, comment dire, de plus en plus nombreuses pour arriver à l'équilibre vers le changement des règlements
des règlements, quoi. Montrer que ça vient aussi des femmes concernées, en fait, le mouvement. Dans la confusion des discours et dans la non-maîtrise du droit, que ce soit en termes de laïcité, mais aussi en termes d'accompagnement à la lutte contre les discriminations, c'est clair que là, on est un élément nouveau. On sait aujourd'hui lutter contre les violences sexistes, les violences faites aux femmes, etc. Mais on n'a pas encore pris en compte cet élément-là. On ne l'a pas encore dans notre champ de vision. Et donc, il faut provoquer ces moments pour pouvoir, en gros, arrêter de se mettre de la pression là-dessus. C'est un débat qu'on doit avoir, c'est un débat qui est noble et il faut le rendre noble. Et pour pouvoir le rendre noble, il faut vraiment provoquer ces espaces sans crainte pour libérer la parole et pour que les gens puissent apprendre des uns des autres. Il y a tellement de malentendus, tellement de confusion qu'il faut poser à plat sans cesse pour pouvoir avancer ensemble. Peut-être que Hawa, il y a quelque chose que tu retiens de cette campagne et que tu penses essentiel dans ces fameuses recommandations. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux partager? Moi, je veux revenir à l'endroit, on va dire, sécure. Je pense que c'est le plus important en fait dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a un espace où toutes les femmes, en fait, voilées ou non, musulmanes ou non, sportives ou non même, peuvent s'exprimer en fait et savoir qu'elles ont le droit à la parole, qu'elles peuvent prendre la parole quand elles le semblent nécessaire en fait, et qu'elles peuvent s'exprimer et donner leurs idées comme elles le souhaitent et quand elles le veulent. Donc, je pense que c'est assez important de remettre cette idée dans la tête de toutes les femmes, parce que c'est vrai qu'à force de subir en fait des discriminations, on a tendance à l'oublier. Et voilà, d'un point de vue personnel, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée et ça a fait prendre confiance en soi et ça fait de nous en fait des meilleures personnes, je pense. Peut-être, Leïla, tu veux rajouter un point et je ne sais pas si on aura répondu à ta question, Amélie, mais en tout cas, c'est notre but, hein, c'est de pouvoir avoir des recommandations claires et nettes. Leïla? Oui, moi j'aimerais insister sur le fait de ne pas négliger en fait la force du nombre qui est permise par cette mobilisation parce qu'elle permet finalement de ne pas douter quant au caractère injuste de ces exclusions et c'est aussi un moyen de se légitimer et puis de reprendre confiance en soi, développer un certain leadership et surtout se dire que on est légitime et qu'on est en droit de pratiquer ce sport comme tout le monde. Et ces espaces de discussion, ces espaces, ces échanges qui permettent de s'inspirer les uns les autres, c'est ce qui va permettre finalement de prendre réellement conscience des enjeux et de co-construire pour trouver des solutions pour sortir de ce problème-là et ne pas laisser des femmes sur le carreau. Donc, c'est juste motivant et puis même réconfortant parce que quand ça nous arrive, on est un peu déboussolé, on se met à douter, on se dit qu'on est seul et que finalement, on se rend compte que beaucoup plus de femmes sont touchées par ce problème-là. Et c'est un formidable moyen de pouvoir sortir de cette impasse et de co-construire ensemble pour un meilleur avenir et pour l'avenir des futures générations. Oui, en effet. Est-ce qu'on a répondu? Super. La fameuse nébuleuse. La nébuleuse des pensées, il faut pouvoir décortiquer, enlever les nœuds et avoir cette patience d'enlever ces nœuds et de revenir sur le droit fondamental. Et ça demande un accompagnement progressif. Mais on connaît ça, la déconstruction des préjugés sur le genre, par exemple, sur les discriminations sur le genre ou bien sur les minorités sexuelles ou autres. Il y a des nœuds, il faut pouvoir les enlever. Et je pense que c'est cet accompagnement-là qu'on est en train de faire avec les acteurs et les parties prenantes. Oui, et puis c'est d'une richesse incroyable. Et puis toute votre méthodologie, l'approche recherche-action, comme ça montre la richesse d'aller justement chercher l'expertise où elle est, c'est-à-dire avec les personnes qui vivent les discriminations. Et puis là-dessus, j'insisterai jamais assez parce que bon, là, vous êtes face à des textes qui ont été écrits et puis finalement qui amènent des discriminations. Mais s'il y avait eu des consultations en amont avant d'écrire les choses avec les groupes qui risquent d'être visés par les choses qui ont été écrites, bien,
ben, justement, tout le travail que vous faites là, qui prend énormément de travail, d'énergie, tout ça, c'est sûr que c'est une magnifique mobilisation et puis j'imagine que ça amène un esprit aussi de communauté d'une certaine façon et tout ça est très riche, tout ça est très beau. Mais justement, quand on peut travailler en amont pour ne pas créer ces discriminations-là, c'est certain que c'est l'idéal. Et en fait, ce qui serait important vraiment de souligner aussi pour la suite des choses, pour les chercheurs qui travaillent sur des thématiques comme ça, c'est la force de votre démarche, justement, en partenariat avec les différentes parties prenantes impliquées. C'est quelque chose vraiment de remarquable, cette méthode de travail, et de voir la mobilisation que vous avez toutes entre vous comme ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que le temps file et je vais laisser la chance à tout le monde de parler. Et aussi, je veux dire, si jamais il y a des personnes qui veulent poser des questions en anglais, je peux traduire. Il n'y a pas de problème parce que je vois des noms anglophones dans les personnes présentes. Donc, oui, Madame Daigle. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'est très intéressant. J'aurais une petite question, mais et ici, on a souvent difficulté à, exemple, les plages hors des terrains. Les femmes n'ont pas nécessairement les meilleures plages de terrain, ils n'ont pas les espaces aux heures voulues selon le reste de la vie. Donc, il y a quand même certains obstacles ici qui sont peut-être moins grands là, par rapport à d'autres pays dans le monde. Et j'ai eu l'opportunité et le privilège même d'aller donner une formation d'entraîneur il y a environ une dizaine d'années au Qatar, avec des femmes qui faisaient la formation d'entraîneur de foot. Et puis, tu sais, juste demander un terrain avec un accès gazonné parce qu'on avait accès à des gymnases, mais donc, il y avait des espaces, mais ils étaient très restreints. Puis, il y avait vraiment, tu sais, c'était clair que c'est les hommes qui passaient en premier, puis après les enfants, puis après peut-être les filles, les femmes, si ça fonctionnait. Donc, ma question, c'est est-ce que la communauté musulmane masculine, donc les hommes impliqués dans vos sports, se sont prononcés, vous ont donné de l'appui, si on veut, dans les démarches, là, donc sachant tous les enjeux culturels, etc. Donc, est-ce qu'il y a un appui des hommes musulmans, finalement, suite à vos démarches? Je peux laisser les autres personnes concernées parler et peut-être donner votre première réaction. Moi, sociologiquement parlant, j'ai déjà des éléments, mais les filles, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes soutenues par la communauté masculine musulmane dans votre démarche? Alors, je vais y revenir au compte Instagram. Par les soutiens en fait qu'on reçoit tous les jours, il y a de tout en fait, il y a des hommes, des femmes, peu importe. On reçoit énormément de soutien et on nous dit de persévérer en fait dans notre combat parce qu'il est juste. Après, c'est vrai que pas tout le monde est d'accord avec ce qu'on fait, mais c'est pas pour autant en fait qu'on va se laisser décourager. Mais ils sont très minoritaires en fait, les personnes, enfin on va dire nos détracteurs. De la communauté qui peuvent les stigmatiser en disant que c'est pas bien, comment elles se tiennent, qu'est-ce qu'elles font, etc. Ça ne correspond pas. Est-ce que vous voulez rajouter, les filles, quelque chose sur ces éléments-là? Il y a quand même un élément, je pense que c'est un challenge pour nous, c'est de réussir à mobiliser l'ensemble de la communauté concernée. Donc, on rêverait de pouvoir discuter. Alors, nous, on n'a pas de hiérarchie, donc on va aller voir les personnes qui sont les plus influentes et qui représentent la communauté musulmane dans notre quartier, dans notre secteur, au niveau national. Je pense que c'est la prochaine étape. C'est vrai que c'est souvent des hommes, donc on va être face à des hommes. Ce n'est pas la priorité, je pense, de la communauté, mais il faudrait que ça devienne une priorité, la question de la santé et de l'activité physique et avoir accès aux infrastructures comme tout le monde. Donc, c'est notre prochain challenge. Le plus important, c'est d'une certaine manière de penser les plaies des femmes qui sont concernées et à partir d'elles, de déployer des stratégies. Mais ça sera notre objectif, effectivement. Merci beaucoup. Continuez votre projet. Ça semble être très bien lancé. Donc, on va essayer de suivre ce qui va se passer dans le futur avec vous. Là. Donc, bon travail tout le monde. Merci, Chantal. Merci beaucoup.
Oui, merci beaucoup. Et puis justement, quand tu mentionnes, Haïfa, de panser les plaies, hein, c'est souvent ce qui arrive quand les inégalités qui sont créées, exacerbées, ne sont pas en fait prévu d'avance. C'est-à-dire que quand on ne travaille pas en amont et puis que finalement on en arrive avec des choses justement qui vont faire du mal aux populations qui sont impliquées. Donc, c'est toujours important de le souligner et puis de ne pas oublier cet aspect-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je devais rebondir sur ce que tu as dit, Amélie, c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur les infrastructures, comme quoi ils ne sont pas assez adaptés aux femmes, etc. Il est évident que les infrastructures, on a beaucoup de choses à faire, mais avant d'aborder cette question d'infrastructure, si on pouvait juste anticiper et de prendre en considération ce public, ce n'est pas un public qui a les mêmes besoins, les mêmes caractéristiques. En fait, on ne veut pas les voir, ces besoins. Donc, c'est difficile d'exister tel qu'on est et de faire exister donc nos besoins et de pouvoir donc anticiper nos besoins. Donc, je pense qu'il faut être proactif. Et si on n'est pas proactif, les conséquences vont être beaucoup plus grandes, bien sûr, là, pour la population concernée, mais aussi pour l'ensemble de la société. Donc, c'est peut-être un problème du système. Ben, en fait, c'est un problème du système et puis d'où l'importance des initiatives comme le gender mainstreaming et puis aussi toute l'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels, donc de la lunette intersectionnelle, justement pour mener des analyses en amont, en co-construction des savoirs, en partenariat avec les différentes communautés pour arriver justement en amont à proposer des choses accessibles pour tout le monde et puis inclusives pour tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous remercier pour la richesse de votre témoignage, aussi pour être présente avec nous à l'heure presque du dîner en France, parce que bon, quand on travaille avec des femmes, tout ça, on sait que parfois elles ont des responsabilités domestiques, de charge des enfants, de la famille, donc c'est toujours important de le souligner, là, surtout à cette heure-là qui est l'heure du souper pour les Québécois, du dîner pour les Françaises et les Français. Donc, de vous être libérés pour être avec nous aujourd'hui, puis nous avoir si généreusement offert vos témoignages et puis votre expérience. Pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus riche, d'avoir vraiment l'expérience des personnes qui vivent ces situations-là et puis qu'on soit dans une démarche d'analyse, de co-analyse, de co-construction des savoirs, des solutions. Je crois que c'est vraiment ce qui est porteur là, pour l'avenir, autant pour nos organisations sportives que pour les décisions qui sont prises par nos gouvernements, par les personnes qui sont censées nous gouverner le mieux possible. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci encore. Et puis à très bientôt. Amélie, merci encore pour tes questions et merci à toutes les filles, à toutes les femmes, à toutes les personnes qui se sont effectivement déplacées et on reste complètement disponible sur Instagram avec le compte des hijabeuses, donc n'hésitez pas à nous contacter. C'est certain qu'on va suivre de près toutes vos actions. On est vraiment très, très intéressés, puis très impressionnés aussi par cette mobilisation-là, et puis toute la motivation, et puis la passion, l'énergie qui est derrière tout ça, et qui montre que quand on veut changer les choses, hein, ça peut aller vite quand on se mobilise, et puis quand on arrive à avoir une discussion avec les différentes parties prenantes. Donc, merci beaucoup.